m'intéresse, c'est que finalement, tout ce qui parle de variabilité climatique, ça va être cette histoire-là, une histoire d'interaction entre du forçage, des choses qui sont dues comme ça à des phénomènes externes, ici le forçage solaire, et un chaos interne, le fait que le système climatique, ce n'est pas un système linéaire, un système très simple, le système climatique, c'est un système chaotique qui va donc avoir sa variabilité propre et qui va, à différentes échelles de temps, comme ça, pouvoir faire une modulation autour du forçage. Et par exemple, si simplement maintenant je prends la même courbe, mais je change, on peut imaginer une opération un peu intellectuelle de changer, au lieu d'avoir des jours en abscisse, je mets des années. Je prends les forçages, je rajoute d'autres forçages, type forçage volcanique et forçage par les gaz à effet de serre, le CO2. Si maintenant sur l'échelle des abscisses, alors évidemment donc du coup j'enlève le forçage des saisons, pardon. Sur l'échelle des abscisses, je change l'échelle verticale. On n'a plus des températures qui varient entre 0 et 30 degrés, mais environ le dixième de ça, entre 0 et 3 degrés. On peut imaginer que cette courbe, ça représente tout simplement la variabilité du climat au cours des 10, 15, 20, 30 dernières années. Donc simplement pour vous faire sentir que la variabilité du climat, c'est la même chose que cette variabilité de la météo qu'on ressent chaque jour, en se disant hier il faisait un peu plus chaud, aujourd'hui il fait un peu plus froid, mais on est quand même en ce moment par exemple au cœur de l'hiver, même si on a des variations quotidiennes. Voilà, on a un rôle de l'océan. Donc par exemple ici, on peut avoir, on peut avoir ici les anomalies de la température annuelle globale, comme je viens de vous expliquer. Alors ces variations climatiques, donc là je vous ai donné deux exemples, l'exemple des derniers jours, l'exemple des dernières années. En fait, dans le système, hein, ça fait déjà longtemps, là j'ai reproduit un vieux papier, une vieille étude de 1976, qui a donc 40 ans, la première personne qui avait proposé un spectre des variations du climat sur toutes les échelles de temps allant de l'heure, ici à droite, jusqu'à à peu près l'âge de la Terre. Donc on essaye de faire un spectre comme ça pour voir toutes les échelles de temps caractéristiques auxquelles le climat varie. Alors depuis, il y a des gens, je vais vous passer une revue un peu plus moderne et simplifiée de cette vieille étude. Et on retrouve peut-être des choses que vous connaissez. On a aux très longues échelles de temps des variations du type les cycles tectoniques, la formation des montagnes, l'évolution vraiment de la Terre solide qui va influencer le climat. Des cycles orbitaux, hein, le fait que la trajectoire de la Terre elle n'est pas complètement régulière dans la galaxie, autour du Soleil, etc. Et puis ensuite, on arrive à des choses comme ENSO, on voit le pic ENSO, donc ça c'est le phénomène El Niño de variation climatique, principalement dans le Pacifique tropical, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et on arrive à des échelles de plus en plus courtes. Le forçage solaire annuel, évidemment, le fait que en hiver, il fait plus froid qu'en été. Et puis des échelles qu'on appelle synoptiques, ça c'est ce qu'on voit le soir à 20h30 à la télé, où on voit les tempêtes qui arrivent chez nous, et puis on se dit demain il y aura cette tempête, puis après-demain il y aura cette tempête, et ensuite il y aura une petite pause, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple de spectre de variation climatique, tout ce qui peut exister. Alors si maintenant je reviens à la même courbe hein, qui vous montre l'exemple, donc là je me remets dans le cadre du printemps dernier, ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, la question de la perception, puisque c'était le thème de ce soir, c'est ce qu'on ressent chacun de nous. La perception, c'est quoi? C'est quand je me lève le 6 avril, enfin pas le 6 avril, mais un peu plus tard, le 12 avril, je me dis, oh là là, de ces jours-ci, il fait vraiment de plus en plus froid. Ça y est, l'été est fini, on va avoir un été tout pourri. Donc évidemment, on voit bien que c'est simplement une histoire de perception, c'est simplement une tendance sur quelques jours, mais qu'on se rassure, à partir de début mai, le climat, la température s'est remise à se réchauffer et on a pu aller à la plage. De même, on peut avoir l'effet inverse. À partir du 22 mars, là, on commence, ça y est, on range les bonnets et les gants, terminé, on sort les t-shirts et on a l'impression que ça y est, on est parti sur des températures très chaudes. Donc cette histoire de perception, je pense que c'est assez illustratif de vous montrer que c'est une question d'échelle de temps. Ça dépend évidemment de l'échelle de temps sur laquelle on se place et il faut faire attention aux conclusions qu'on peut donner selon l'échelle de temps. D'accord ? Si on veut vraiment avoir une image du cycle saisonnier, de savoir ce qui se passe sur plusieurs mois, alors il faut considérer une tendance sur plusieurs mois. Considérer une tendance sur quelques jours pour donner une conclusion sur la saison,
c'est quelque chose qui peut induire en erreur, comme dans les exemples qu'on voit ici. Alors, un peu dans le même ordre d'idée, je voudrais maintenant vous parler d'un exemple récent, enfin d'un exemple actuel, en tout cas dans le débat sur les variations climatiques. Ici, ça représente l'évolution récente, plus ou moins récente, puisque je pars de 1850, de la température globale à la surface de la Terre. Donc c'est des reconstructions de température qu'on a et on peut les représenter comme ça. Donc il y a beaucoup de choses. Vous voyez que cette courbe, comme on a vu, elle varie. Elle varie à cause du papillon, à cause du fait qu'il y a une variabilité interne du système qui fait qu'il y a des années plus chaudes, des années plus froides, globalement. Et puis, elle a tendance quand même, à partir de 1900, à augmenter. Donc là, les scientifiques disent c'est probablement, en tout cas en partie, lié aux émissions de gaz à effet de serre et au réchauffement climatique. Donc on voit déjà qu'il y a plusieurs signaux qui sont superposés sur cette courbe. Et ce qui a beaucoup excité les climatologues au cours des dernières années, c'est le fait qu'on voit qu'à partir de 2000, il y a un petit zoom sur la gauche, à partir de 2000, les températures ont beaucoup moins augmenté que ce qu'elles avaient fait sur les décennies précédentes. Et donc, évidemment, ils se sont demandé, comme j'ai indiqué tout en haut, le réchauffement climatique fait-il une pause? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas pris en compte, quelque chose qu'on n'aurait pas compris? Pour quantifier un petit peu, au cours de la décennie 2005-2014, si on prend la température globale, avec ce jeu de données, on a une tendance, donc une évolution sur 10 ans de 0 degré. Le K, c'est l'unité physique pour les températures. J'aurais dû mettre degré, excusez-moi. Donc on a une évolution très faible et on peut se demander qu'est-ce qui se passe? Le réchauffement climatique fait-il une pause? Alors, la première chose qu'on peut regarder, c'est maintenant, spatialement, quelle est la structure de cette évolution. Le fait qu'en moyenne, tout à l'heure, c'était une courbe qui donne la moyenne sur toute la Terre, mais ici, je montre maintenant, en fonction de l'espace, cette évolution. Est-ce qu'elle est homogène partout? Est-ce qu'elle vaut 0 partout? J'ai dit qu'en moyenne, la température n'avait pas évolué au cours de la dernière décennie, mais cette carte vous montre qu'en fait, il y a des endroits où la température... Alors ici, j'ai un peu triché, c'est les 3 dernières décennies pour avoir un signal un peu robuste. Il y a des endroits où la température s'est beaucoup réchauffée, par exemple au Moyen-Orient, où on a eu un réchauffement de l'ordre de 0,6 degrés en moyenne sur les 30 dernières années. Et puis à l'inverse, dans le Pacifique tropical par exemple, plutôt une tendance au refroidissement. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est très important, c'est de voir que cette variation du climat, cette variabilité, elle n'est pas du tout homogène sur la Terre. Et on a comme ça une répartition de l'évolution de la température en fonction de l'espace. Et puis évidemment, maintenant, pour répondre à cette question, le réchauffement climatique fait-il une pause? On se tourne vers les scientifiques et on dit avec vos modèles très sophistiqués, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes d'accord que le réchauffement fait une pause? Et puis, est-ce que vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer dans les prochaines années? Donc ici, c'est une figure qui est un petit peu compliquée. C'est issu donc du dernier rapport du GIEC. L'IPCC, ça veut dire le GIEC en anglais. Donc ce groupe d'experts intergouvernemental sur le climat qui se réunissent tous les 4-5 ans pour faire un peu l'état des connaissances sur le changement climatique. Et là, ils montrent les résultats de tous les modèles qu'ils avaient. Donc la partie en grise, c'est la partie où ils ont pu faire évoluer leur modèle en imposant les conditions de gaz à effet de serre qui ont été observées. Et puis, à partir de 2005, ils n'avaient plus d'observations, puisque c'est l'époque où ils ont fait leur simulation. Et donc, ils ont fait un certain nombre de scénarios, en disant, bon, alors, en fonction des négociations politiques des différents pays, ils disent, est-ce qu'on va émettre beaucoup ou pas beaucoup? Ces différents scénarios, ils vont du bleu au rouge, donc du plus froid, enfin celui qui est associé au moins d'émissions de gaz à effet de serre, à celui qui est associé au plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis chaque groupe international a fait une simulation et on arrive à ce que nous, dans notre jargon, on appelle des spaghettis, c'est-à-dire un plat comme ça de courbes qui vont un peu dans tous les sens, qui ont toutes tendance à se réchauffer, mais qui suivent chacune leur trajectoire, qui ont chacune leur propre variabilité. Et quand on voit ces courbes, alors je vais faire un petit aparté quand même pour
expliquer un peu plus ce que c'est. Je vais revenir à la courbe, mais je ne suis pas sûre que tout le monde soit tout à fait familier avec un modèle climatique. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle de climat exactement? Comment est-ce que ces courbes, on les a obtenues? J'aime bien cette représentation qu'on utilise souvent ici à l'université. Donc un modèle de climat, c'est quoi? Ce que je voudrais, c'est partir de l'image de la Terre qui est la plus à gauche. Ce qu'on commence par faire, c'est qu'on commence par observer ce qui se passe autour de nous, essayer de comprendre les interactions qu'on voit entre l'atmosphère, les nuages, le cycle des tempêtes, l'océan, la neige, la glace de mer, la glace sur la Terre, etc. Et on essaye de mettre l'ensemble de ces systèmes en équation. D'abord, c'est le deuxième petit icône. Ces équations, on les discrétise, on essaye de les mettre sous un format qui va être lisible par un ordinateur. Donc on arrive à un code, on essaye de les mettre sous forme de code. Et puis on fait interagir toutes ces équations ensemble, ça fait des codes assez importants. Ça nous donne une représentation du climat tel que donné par l'ordinateur. On confronte ça à la réalité, à l'observation, et puis on essaye d'améliorer nos modèles comme ça. Et donc plus précisément, si je regarde ce qu'on a mis dans notre code, donc on a pris notre système Terre, et puis on l'a découpé en plein de petites boîtes. Dans chacune de ces petites boîtes, on a mis l'ensemble des éléments physiques du système, mais on a aussi ajouté tous les éléments externes à notre système, le forçage par les gaz à effet de serre, le forçage par les volcans, le forçage par exemple par le soleil, et on rajoute là-dessus l'ensemble des aspects chaotiques. Donc ça, c'est l'ensemble des équations qui donnent l'aspect chaotique intrinsèque du système climatique. Et on en déduit, à partir de 2005, ce qu'on appelle des projections climatiques, c'est-à-dire des évolutions probables du système climatique. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'à cause de l'effet chaotique intrinsèque du système, deux simulations ne vont pas forcément suivre exactement la même trajectoire. Ça va dépendre de la variabilité interne du système. Et donc, avec les modèles dans ce type de simulation, on n'est pas forcément sur la même phase de variabilité. Par contre, on a dans tous les cas un système de réchauffement climatique. Plus que 5 minutes. Donc je vais aller plus vite. Le réchauffement climatique fait-il une pause? Ce que vous voyez, c'est que quand je prends en compte l'ensemble des systèmes, l'ensemble des trajectoires possibles du système sur les 100 prochaines années, les modèles climatiques ont tendance à ne pas représenter cette pause du réchauffement. Vous voyez que toutes les courbes simulées, prévues, sont plutôt au-dessus de cette pause du réchauffement. Est-ce que ça veut dire que les modèles climatiques ont raté quelque chose? Si maintenant, au lieu de les prendre tous ensemble, je prends uniquement ceux dont la structure spatiale, uniquement ceux qui ont tendance à représenter un océan Pacifique froid dans les dernières décennies, comme conformément à ce qu'on observe actuellement, c'est-à-dire si maintenant je ne prends plus l'ensemble des trajectoires possibles, mais simplement les trajectoires qui sont cohérentes, qui sont en accord avec ce qu'on observe sur les dernières décennies, à ce moment-là, ce sont les trajectoires qui sont tracées en rouge ici, et les modèles climatiques sont effectivement capables de représenter cette pause. Alors, cet océan Pacifique froid, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un mode de variabilité. Donc c'est ce que nous on appelle l'océan Pacifique, l'oscillation pacifique décennale. C'est un mode d'interaction entre les différents éléments du système climatique, l'océan et l'atmosphère en particulier, qui donne une variation de la température telle que représentée ici, avec, vous voyez, des décennies ou en tout cas des suites d'années plutôt chaudes, des suites d'années plutôt froides. Et ça, c'est un des modes internes de variabilité du système qui donne un aspect chaotique au système. Il y en a d'autres, en particulier dans l'océan Atlantique. Il y a aussi une oscillation multidécennale, vous voyez, qui est une variation des températures de l'océan Atlantique entre des décennies plutôt chaudes et des décennies plutôt froides qui sont encore plus lentes que celles qu'on a vues précédemment. Et puis, pour un peu terminer et ouvrir la porte à mon collègue qui va parler après, je vais juste passer quelques minutes sur l'oscillation qu'on appelle nord-atlantique. C'est à nouveau un autre mode de variabilité interne du système qui, lui, est particulièrement important parce que c'est lui qui
je dirais, nous affecte le plus au quotidien en Europe et en Europe du Nord. C'est une modulation de la route des tempêtes. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, enfin, c'est une modulation de la route des tempêtes, donc de ces tempêtes que l'on voit, encore une fois, à la météo le soir à la télé. Donc avec, dans la phase positive, des tempêtes qui ont plutôt tendance à monter directement au nord vers la Norvège, qui amènent des conditions très froides sur le nord de l'Europe, des conditions de glace plutôt étendues. Ce sont des années ou des mois, en tout cas, où on a de la glace de mer, beaucoup de glace de mer sur le nord, et au contraire plutôt le sud de l'Europe qui va être pluvieux. Et à l'inverse, une NAO en phase négative, donc toutes les années qui ont été reproduites ici en bleu, qui vont apporter des conditions inverses, donc moins de glace et des températures plus douces sur le nord de l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des témoignages très anciens, et là j'ouvre la porte sur la conférence suivante, des témoignages très anciens de ressenti de ce genre de variation. C'est un missionnaire danois qui était au Groenland au XVIIIe siècle et qui note dans son agenda, au Groenland, tous les hivers sont rigoureux, donc là, pas de surprise. Pourtant, ils ne sont pas tous semblables. Les Danois ont noté que quand l'hiver au Danemark était rigoureux, tel qu'ils le perçoivent, l'hiver au Groenland, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer de Norvège, était doux et réciproquement. Donc ça, c'est un exemple historique de représentation de ces modes de variabilité. Et je terminerai sur ce graphique qui à nouveau reprend le rapport du GIEC avec l'ensemble des projections climatiques telles que prédit par les différents modèles historiques. Cette fois, la courbe va jusqu'à 2100. Simplement pour dire que cette variabilité climatique, c'est une des sources majeures d'incertitude de la prévision du climat, au moins dans les 30 prochaines années. On voit qu'à l'horizon 2100, l'effet du scénario et l'effet des gaz à effet de serre sera probablement prépondérant. Mais dans les prochaines années, le fait que l'on ait toutes ces courbes ensemble montre que la variabilité climatique est cette source d'incertitude majeure pour la prévision climatique. Voilà, je vous remercie de votre attention.